Mais donc, je fais un doctorat en agronomie. Donc, je m'appelle Clémentine Jardon. Et le but de ma thèse, c'est d'identifier comment des panneaux solaires peuvent protéger des abricotiers. Donc, c'est un verger qui est planté à côté de Perpignan. Et pour ce qui est de mon parcours académique, donc j'ai eu mon bac scientifique en 2017. Donc, scientifique, à l'époque, c'était maths, physique et SVT. Et après mon bac, du coup, j'ai candidaté à des écoles d'ingénieurs post-bac. Donc, c'est des écoles d'ingénieurs en agronomie, dont Purpan, qui est à Toulouse. Donc, c'est celle que j'ai faite. Mais il y a aussi l'école de Lyon, qui est l'ISARA. À Lille, il y a l'ISA. Et à Angers, c'est l'ESA. C'est un réseau de 4 écoles où c'est sensiblement les mêmes cours. C'est surtout la ville qui change. Après, il y a des spé différentes en 5e année. Mais voilà, donc moi j'ai intégré Purpan juste après le bac en 2017. Et c'est un cursus en 5 ans qui est rythmé par des stages tous les ans de 3 mois, un semestre à l'étranger en 4e année et un stage de fin d'études. La particularité de ma promotion, c'est qu'on est tombé au moment du Covid lors des semestres à l'étranger, donc on n'a pas pu partir en université à l'étranger. À la place, voilà, j'ai fait une alternance. Donc, j'étais salariée d'une entreprise à Toulouse, donc, qui est Solveo Énergie. Et en fait, voilà, j'ai fini mon cursus ingénieur en alternance. Donc, en fait, l'entreprise paye ma scolarité, mais aussi me verse un salaire. Donc, c'est conventionné chez les systèmes d'alternance. Et donc, ça a duré 1 an et demi jusqu'à mon diplôme. Et à la fin de l'alternance, donc, forcément, se pose la question de l'après. Et l'entreprise me proposait de rester donc avec un CDI, mais sur des thématiques qui me plaisaient pas. Oui, juste pour préciser, le sujet de mon alternance, c'était de proposer à Solveo, qui est une entreprise de développement de projets photovoltaïques, de proposer des outils de protection pour des cultures. Donc jusque-là, Solveo avait aucun projet de photovoltaïque sur des terres agricoles. Mais le but, voilà, c'était, on va dire, de proposer un nouvel outil pour pouvoir développer des projets différents et pénétrer un nouveau marché. Donc ça, c'était le sujet de l'alternance. Et à la fin du coup des 1 an et demi, ils me proposaient d'être plutôt chef de projet ou commercial. Mais bon, vu ma formation agronome, on va dire que ça collait pas trop avec mes envies. Donc, je leur ai proposé plutôt de partir sur un projet de thèse et de s'appuyer sur des projets que j'avais pu développer pendant l'alternance. Donc, j'avais déjà travaillé sur les projets abricotiers voilà, pendant l'année, passé chez Solveo. Donc, je m'étais occupée plutôt du développement de projets, donc obtenir un permis de construire, des études environnementales, faire le lien un peu avec l'agriculteur pour voir pourquoi il avait besoin d'une solution photovoltaïque, quelles étaient ses contraintes avec le verger d'abricotier, pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'être protégé. En l'occurrence, c'est que donc on travaille à Perpignan, il y a une grosse sécheresse qui est régulière. Là, depuis 2 ans, ils ont des grandes contraintes liées à l'eau. Et du coup, les panneaux photovoltaïques, voilà, pourraient créer de l'ombre pour protéger les abricotiers. Mais ils ont aussi du vent là-bas, donc le but, c'est aussi de créer une structure, on va dire, qui fait un peu écran au vent et qui fait un peu barrière. Donc, c'était un peu tout ça associé. Et donc, moi, je préférais plutôt m'occuper du verger équipé plutôt que de développer des projets photovoltaïques. Donc, j'ai proposé à l'entreprise, voilà, de financer un projet de thèse. Donc, c'est un contrat qui est un peu différent puisque je suis salariée d'une entreprise et ils me payent pour faire de la recherche. Donc, voilà comment ça s'est fait. Et à l'issue de l'alternance, du coup, j'ai signé un CDI. Donc, c'est un contrat à durée indéterminée dans lequel j'effectue une thèse. Donc, j'ai 3 années qui sont dédiées uniquement aux travaux de thèse. Je travaille pas du tout dans du développement de projet, c'est-à-dire le métier propre de Solveo. Moi, mon but, c'est vraiment d'évaluer l'impact de ces panneaux qui sont déjà construits sur un verger, sur des arbres. Et donc, pour ça, je suis accompagnée par des organismes scientifiques, donc qui sont l'INRAE et le CIRAD, donc 2 instituts de recherche en agronomie. Donc, eux, ils m'accompagnent, on va dire, sur l'aspect académie scientifique, parce que Solveo n'a pas du tout cette compétence-là. Eux, leur métier, c'est de développer des projets photovoltaïques et de vendre l'électricité. Donc, c'est un peu comme un service recherche et développement au sein d'une entreprise. Et moi, c'est ce qui m'intéressait aussi. Donc, j'étais pas du tout destinée à une thèse, mais finalement, voilà, ça s'est un peu présenté de cette façon-là. C'était pour moi une opportunité de continuer à, on va dire, travailler en agronomie, voilà, dans un secteur plutôt privé. Donc, je suis en 2e année de thèse. Comme Jérémy, je suis à la moitié. Donc, il me reste 1 an et demi.
Donc, pour vous montrer des images, voilà sur quoi je travaille. Donc, c'est un verger adulte. Donc, les arbres, ils ont 10 ans. Et c'est vraiment un agriculteur qui travaille son verger. Donc, il récolte, il fait ses traitements. Moi, je n'interfère pas là-dedans. Seulement, je fais des mesures à différentes étapes, on va dire, de l'abricotier sur l'année pour identifier comment l'ombrage des panneaux impacte le fonctionnement du verger. Donc, ça se présente de cette façon-là. Il y a une zone d'étude qui est sous panneau et on a une zone témoin qui n'est pas couverte par des panneaux. Et voilà, qui permet un peu de faire référent et d'avoir une zone sans ombrage. Donc, on fait plusieurs études que je vais vous montrer juste là. On peut regarder d'abord tout ce qui est développement végétatif. Donc, pour ça, il y a beaucoup de suivi terrain, comme pour le suivi reproducteur. On va faire des comptages. Donc, sur le développement végétatif, on peut mesurer, vous voyez, des tiges, comme on voit sur la photo, ou alors des surfaces de feuilles. Est-ce que les feuilles sont plus grandes ou plus petites sous panneau? Quelles sont ces conséquences-là sur le fonctionnement de l'arbre? Est-ce qu'il y a plus de feuilles? Est-ce qu'elles se maintiennent plus longtemps? Donc, l'année dernière, on a vu notamment, à cause de la sécheresse, mais que le feuillage était quand même, on va dire, plus joli sous les panneaux. Les feuilles se sont maintenues jusqu'au mois de novembre, alors qu'en zone témoin, les feuilles tombaient déjà au mois d'août, ce qui est un peu exceptionnel. Dans nos jardins, les feuilles ne tombent pas au mois d'août, elles tombent à l'automne. Donc là, c'était plutôt des conséquences de la sécheresse, de l'excès de soleil. Donc, c'est plutôt un avantage dans ces conditions. Sur le suivi reproducteur, on fait des suivis de floraison. Donc ça, c'est plutôt au mois de février et mars. Donc on regarde s'il y a plus de fleurs sous les panneaux ou à l'extérieur. L'objectif après, c'est de pouvoir en fait faire un suivi des fleurs puis des fruits pour pouvoir compter le rendement et la production de fruits portés par les arbres. C'est ce qui est ce qui est primordial et ce qui est plus intéressant pour les agriculteurs, c'est de savoir s'ils vont perdre du rendement ou pas, et si la qualité est maintenue. Je vais vous le présenter juste après. Donc on fait, on va dire qu'il y a une partie terrain qui est rythmée par des campagnes de suivi. Donc la floraison, c'est plutôt en mars. Après les récoltes, ça va être mi-mai, là, on y est presque. Le développement végétatif, c'est quand toutes les feuilles ont bien poussé, donc c'est plutôt au mois de juillet. Il y a aussi un aspect de suivi des données météo. Donc, on équipe le verger avec des stations météo, à chaque fois sous les panneaux et à l'extérieur. Et le but, c'est de mesurer forcément la lumière disponible, parce que c'est ce sur quoi les panneaux ont un impact, mais aussi la température, l'humidité, le vent. On met aussi des sondes dans le sol pour voir si le sol est plus humide, si l'humidité se maintient, on va dire, dans des conditions d'ombrage. Donc, il y a aussi plutôt à l'inverse, ces données climatiques-là, elles sont relevées en continu, donc c'est pas vraiment des mesures de campagne de terrain. On y a accès depuis notre ordinateur, à n'importe quel endroit, mais c'est plutôt de l'analyse de données après pour pouvoir identifier les bons indicateurs. Et après, on a aussi deux autres types de suivi. Donc, la partie rendement que je vous ai montré. Donc là, le but, c'est de compter les fruits, savoir s'il y a plus de fruits sous panneau ou à l'extérieur. Et ensuite, on fait des analyses qualité avec des stations d'expérimentation à côté de Perpignan. Sur la qualité, on peut regarder la taille des fruits. Est-ce qu'ils sont plus gros, plus petits? Est-ce qu'ils sont plus colorés? Est-ce qu'ils sont plus sucrés? Quelle est leur fermeté également? Donc, là, c'est plutôt des indicateurs qualité pour les producteurs, sachant qu'eux, ils sont rémunérés sur la quantité, évidemment, mais aussi sur le calibre. Plus un fruit est gros, plus il sera vendu cher. Donc, l'objectif, c'est d'abord de ne pas pénaliser la production, mais en plus de maintenir des calibres suffisants. Donc, le but, c'est à chaque fois de décrire comment ces panneaux peuvent interagir avec les arbres. Et l'autre volet de ma thèse, donc le premier volet, c'est plutôt de comprendre l'impact de ces panneaux sur les arbres. L'autre volet, c'est aussi de créer des outils de modélisation pour Solveo, donc pour l'entreprise qui m'emploie, pour qu'on puisse, prédire des comportements sur l'abricotier, mais aussi sur d'autres arbres, sans refaire une thèse à chaque fois et repasser 3 ans, de recherche. Donc j'essaie de créer des modèles de simulation de la lumière, donc en reproduisant une structure en 3D via des logiciels informatiques pour pouvoir modéliser la lumière disponible sous les panneaux. Et ensuite, l'objectif, c'est de reconstruire des arbres dans ma maquette pour après simuler leur comportement, notamment leur température. Donc pour ça, on utilise des outils. Sur la photo, c'est des scans lidar. Donc ça fonctionne comme un sonar, en fait, comme les sous-marins ou comme les baleines. Mais on envoie
radar qui ricoche en fait sur les arbres et ça nous renvoie nous un nuage de points et ça permet de reconstruire après une structure d'arbre par analyse de nuages de points directement dans notre maquette. Donc ça, c'est des missions aussi qui sont complémentaires au suivi des arbres, mais c'est beaucoup moins prenant. Là, il y a un jour de terrain et après, c'est surtout une analyse de données sur l'ordinateur. Donc là, la thèse, elle associe un peu ces deux volets-là. Et voilà, qu'est-ce que je peux rajouter sur les missions? C'est tout. Et ensuite, je voulais vous présenter les petits résultats un peu parlants sur les températures du feuillage. Donc ça, c'est ce qu'on a observé cette année, donc en 2024, à l'été. Donc si vous voulez, un point là, c'est un relevé de mes stations météo qui fournit une donnée toutes les 15 minutes. Et ici, je vous affichais juste les températures de feuillage qui sont mesurées avec une caméra thermique. C'est ce qu'on voit en haut à droite. C'est une caméra en fait qu'on oriente vers le feuillage de l'arbre et ça permet vraiment de mesurer la température ressentie en fait par l'arbre, qui est différente de la température de l'air. Souvent l'été, la température ressentie elle est plus élevée que la température de l'air. Quand il fait 30 degrés, c'est comme un peu nous quand on est à la plage, il fait 30 degrés, l'air est à 30 degrés, mais quand on est sous un parasol ou dehors ou au plein soleil, la température ressentie est différente. Bah, c'est exactement ce qu'on mesure sur les arbres. Et en fait, cette température, ça régit un peu tout le fonctionnement de l'arbre. Il y a des températures, quand elles sont trop élevées, bah, en fait, l'arbre, il arrête de faire de la photosynthèse parce qu'il a trop chaud, quoi, il se met un peu en stand-by. Donc, l'idée, c'est d'étudier un peu cet indicateur-là et de regarder comment nos panneaux jouent sur ces températures. Donc, pour plus de lisibilité, je vous passe à la slide suivante, il y a juste les courbes de tendance. Mais si vous voulez, ici, j'ai exprimé la différence de température entre ma zone photovoltaïque et ma zone témoin sans panneau. Donc, c'est ce qu'on a sur l'axe des ordonnées. Donc, si vous voulez, là, 0 degré, ce serait température équivalente dehors et sous les panneaux. Et moins 7, c'est le delta maximum que j'ai observé, donc moins 7 degrés sous les panneaux par rapport à la zone témoin. Et sur l'axe des abscisses, vous avez la température du feuillage en zone témoin. Donc, si je prends un point à 40 degrés, par exemple, le matin en bleu, donc quand il faisait 40 degrés en zone témoin, j'avais presque 6 degrés de moins sous les panneaux. Donc, c'est des résultats qui sont très intéressants parce qu'au-dessus de 32, 35 degrés, on sait que les arbres, ils s'arrêtent, ils se mettent un peu en blocage. Donc, ça veut dire que sous panneau, on arrive à avoir une activité de photosynthèse prolongée parce qu'on a diminué la température ressentie par l'arbre. Donc ici, je l'ai coloré par période de la journée. La matinée en bleu, les après-midi en rouge. On a à peu près les mêmes, on va dire, le même comportement. Donc il fait tout le temps moins chaud sous les panneaux. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la nuit en vert. Il fait plutôt une tendance la température de feuillage est réchauffée la nuit. Ça, c'est hyper intéressant plutôt au printemps, quand on a des risques de gel, par exemple. En fruitier, les arbres sont très exposés au gel de printemps. On voit souvent au mois d'avril les photos des viticulteurs qui mettent des grosses bougies dans leur vignoble. C'est pour réchauffer la température et, on va dire, empêcher les fleurs de geler. Parce que lorsque la fleur gèle, en fait, elle tombe, après, elle n'est plus du tout viable, elle ne donnera pas de fruits. Donc, cette augmentation des températures-là, la nuit, elle serait hyper intéressante à ce moment-là pour justement les panneaux servent de protection dans des conditions de gel printanier qui sont très indésirables. Donc, on a un peu les deux effets favorables, on va dire, des panneaux sur les températures. On pourrait réduire la température l'été quand il y a des grosses périodes soit de sécheresse, soit de canicule pour limiter le stress des arbres. Et à la fois augmenter la température la nuit, au printemps, quand les arbres craignent plutôt le froid. On parle les températures négatives sont hyper défavorables. Dès qu'il fait 0, moins 1, moins 2 degrés, la feuille peut mourir. La fleur, peut mourir. Donc voilà, le but, ce serait de réchauffer pendant les périodes froides et refroidir pendant les périodes chaudes. Je vous ai juste fait un focus sur ça, mais on a le même principe sur la lumière. Il y a des lumières, quand il y a des taux de lumière qui sont trop importants, ça peut être néfaste pour l'arbre. Ça peut causer des brûlures sur les fruits, des brûlures sur les feuilles, un arrêt de la photosynthèse. Donc, l'objectif de ce projet-là, c'est d'arriver à identifier tous les avantages que peuvent apporter les panneaux solaires, aussi les inconvénients, et d'optimiser, on va dire, ce pilotage des panneaux, parce qu'ils sont mobiles. Donc, ça fait déjà un quart d'heure, je vais conclure ici, mais moi, ce qui me motivait, on va dire, sur ce projet de test, c'était de développer des outils qui permettent de protéger des cultures
et aussi d'accompagner les agriculteurs dans le changement climatique, qui peut prendre différentes formes, mais bon, dans ce département des Pyrénées-Orientales, c'est surtout les sécheresses prolongées et on va dire les canicules à répétition. C'est d'évoluer dans une entreprise qui a un service un peu R&D et qui a besoin de réponses concrètes. Donc même si c'est des projets de test qui sont un peu longs sur 3 ans pour une entreprise, c'est des projets de long terme. Mais pour autant, voilà, il faut arriver dans ce projet long, arriver à sortir des résultats un peu régulièrement pour pouvoir alimenter les autres projets qu'on a à côté. Après, c'était évolué au contact du monde agricole. Bon, ça, c'était plutôt dû à mes études en agronomie. Et ensuite, d'associer à la fois le côté transition énergétique, donc de produire de l'électricité dans des zones rurales, et en même temps de garantir une production agricole, on va dire, locale et française, pour assurer une production de fruits dans nos départements, dans des zones où voilà, c'est de plus en plus compliqué de produire. Il y a des vraies questions liées aux enjeux de l'eau. Donc voilà, c'était des questions qui m'animaient. Et donc voilà, donc la thèse, ça associe terrain et analyse de données. Et c'est vrai que moi, je m'y retrouve vachement là-dedans. Comme disait Jérémy, on est très libre de nos emplois du temps. Bon, on a des objectifs long terme, mais après, on peut organiser nos journées comme on le souhaite. On peut proposer des protocoles. On est vraiment hyper autonome sur ces sujets-là et c'est assez valorisant. Donc maintenant, si vous avez des questions, là, je suis tout oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions côté lycée? En attendant, moi j'ai une question, en attendant les questions du lycée. On va pas en prendre beaucoup parce qu'en effet on a pris de leur temps, mais est-ce que c'est bien perçu par le monde agricole justement? Ben, il y a un peu des deux. Il y a les deux. Il y a des agriculteurs qui sont hyper pionniers, qui veulent être les premiers à se lancer sur ces thématiques-là. Un peu comme c'est un peu le cas là sur les 2 agriculteurs avec qui on travaille à Rivesaltes. Eux, ils voulaient être les premiers. Donc, ils sont hyper moteurs. Ils ont pas trop de risques. Enfin, on va dire que c'est aussi des gros producteurs, donc ils ont beaucoup de surface. Ici, c'est des projets qui font 1, 2, 3 hectares, donc c'est pas un gros risque pour eux. Ils peuvent se permettre d'avoir des années un peu à blanc. Si jamais on réussit pas dès la première année, c'est pas gênant pour eux. Donc, on va dire qu'il y a un peu cette tranche-là, qui sont plutôt motivés par l'innovation. Donc, eux, ils sont hyper réceptifs. Après, tu as des agriculteurs, ils veulent pas en entendre parler, ils veulent pas ça dans leur verger, ils trouvent ça moche. Enfin, il y a un peu des deux côtés. Il y a l'aspect visuel et ils ont un peu peur aussi des conséquences, donc ils veulent plutôt attendre de voir ce qui se passe chez les premiers pour après le mettre chez eux. Ça, c'est côté agriculteur. Et après, côté, on va dire, service instructeur, donc champ d'agriculture, service de la région, département, c'est hyper clivant, ça dépend beaucoup des départements. Les départements, pareil, qui sont assez, Lot et Garonne, ils sont hyper moteurs. Pyrénées-Orientales, ils étaient assez favorables aussi. Ça dépend aussi on va dire, des contraintes de chaque département. Mais il y en a d'autres qui sont très protecteurs et qui refusent tout type de projet agrivoltaïque. Donc c'est hyper localisé, on va dire. Et puis, ça dépend aussi des structures utilisées. En arboriculture, ça passe bien parce que l'effet est très vite démontrable. On protège les fruits des coups de soleil, donc c'est assez parlant. Et c'est surtout des petites surfaces. C'est maximum 5 hectares. 5 hectares, c'est même hyper rare. Donc, on va dire c'est pas une grosse emprise foncière. Alors que sur les projets d'élevage ou de grande culture, ça peut être des projets de 50 hectares. Et là, c'est pas la même chose niveau paysager. Donc, on va dire qu'il y a différents, ça dépend des départements, ça dépend des productions. Il y a un peu de tout. Il y a les agriculteurs un peu pionniers qui veulent être le premier et ils veulent le faire chez eux. Et il y a les autres qui suivent un peu. Et après, côté service, ils attendent de voir. Ils attendent de voir. Ouais, exactement. Il y a des services secteurs, il y a des champs, c'est pareil. Ouais. On a une question justement, est-ce qu'il y a des impacts négatifs? Est-ce que tu as vu des impacts négatifs? Ouais, on a vu des impacts négatifs. Je réfléchis parce que l'année dernière, on a posé les panneaux au mois de février, donc juste au moment de la floraison. Et on n'a pas eu d'impact. On va dire qu'il y a peu de différence sur la floraison. Sur les récoltes, on était bon. On a même, c'était même le record de rendement. Bon, c'était un peu anecdotique, mais l'agriculteur a fait une super année. Mais à la fois en dehors et sous panneau, donc bon, il n'y avait pas forcément d'effet panneau. On a eu des petits retards dans la coloration, c'est-à-dire qu'il y a eu 3-4 jours de décalage entre les fruits en dehors et les fruits sous panneau, ce qui est pas gênant parce que 3-4 jours, c'est gérable pour l'agriculteur, il peut se décaler. Bon, si c'est 3 semaines, ce serait un peu contraignant, mais dans notre cas, c'était bon. On a eu moins de sucre, les fruits étaient moins sucrés, donc ça, c'est un impact plutôt négatif parce que c'est directement l'aspect commercialisation. On était au-dessus des critères de qualité, mais ça pourrait être mal vu par le consommateur.
Donc, on va dire que c'était un point négatif. Ça, on aimerait le corriger cette année avec le pilotage, parce que le sucre se fait 2-3 semaines avant la récolte. Donc, si on arrive à faire plutôt passer de la lumière avant la récolte, on pourrait peut-être compenser l'ombrage qu'on a eu en mars-avril et faire du soleil au mois de mai, créer de la lumière à ce moment-là pour pouvoir régler ce problème-là. Mais voilà, on l'a vu la première année, je pense que ça va être corrigé. Et alors, et après, l'année dernière, désolée, il va falloir qu'on s'arrête. Une question, mais alors en 3 mots. Est-ce que c'est possible d'avoir des tracteurs sous les structures métalliques? Justement, non, enfin, il n'y a aucun souci parce qu'en fait, on dimensionne tous les poteaux en fonction du verger et de la mécanisation. Donc, en fait, ils passent à travers comme ils le veulent. Il y a 10 mètres entre les poteaux. Donc, il n'y a pas de souci. Ils peuvent passer des deux côtés s'ils veulent. Ouais. Ok. Bah, merci beaucoup. Ouais, avec plaisir. Vous avez d'autres